Sur les marchés mondiaux, depuis 2006, les prix agricoles montent. Le prix de vente du blé, celui du maïs aussi, ont été multipliés par 2, entraînant une hausse des pâtes en Italie, des chapatis en Inde ou de la tortilla au Mexique. Alors pourquoi cette hausse des cours? Ce graphique nous montre sur 5 ans la montée des prix de vente des céréales de base, et cela s'explique par au moins 3 facteurs. D'abord la disponibilité des terres. Sur cette carte, on repère les zones d'agriculture intensive, c'est-à-dire à forte productivité grâce à la mécanisation, aux ajouts d'engrais, de pesticides, surtout dans les pays du Nord ou les zones de riziculture en Asie, les zones d'agriculture extensive en Amérique et en Australie, extensive c'est-à-dire sur de vastes territoires ou sur des sols plus pauvres, et enfin l'agriculture vivrière, essentiellement en Afrique, c'est-à-dire destinée à la consommation locale. Eh bien, cette carte nous montre que seule une faible proportion de la surface de la planète est disponible pour l'agriculture, car les milieux de montagne, les forêts, les déserts, chauds et froids, occupent l'essentiel des sols. À quoi il faut ajouter les phénomènes d'érosion, les sols rendus inutilisables par les déchets industriels, ou la pollution à cause des élevages intensifs, plus bien sûr l'augmentation constante des surfaces urbanisées. Alors tous ces éléments conjugués font pression sur les terres agricoles disponibles. Et pas seulement sur les terres, mais aussi sur l'eau. En Afrique, au Moyen-Orient ou bien en Espagne, l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile car la qualité baisse avec les pollutions qui augmentent. Une irrigation mal maîtrisée ou bien le pompage des nappes phréatiques, sans leur laisser le temps de se reconstituer, remettent en cause l'exploitation de certaines terres. Il faut savoir qu'entre 1965 et 2005, la surface agricole mondiale disponible a augmenté de 9%, alors que pendant la même période, la population mondiale a augmenté de 100%, c'est-à-dire qu'elle a doublé, passant de 3 à 6 milliards d'hommes. Donc, premier facteur expliquant la hausse des prix, la population mondiale augmente plus vite que la mise en culture de nouvelles terres. Ensuite, il y a l'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers de la part de pays très peuplés comme la Chine et l'Inde. En Chine, par exemple, la consommation moyenne de viande par personne et par an est passée de 4,5 kg en 1962 à plus de 50 kg en 2002. Eh bien, c'est le deuxième facteur, la diversification alimentaire des pays émergents, qui pèse sur la demande, donc sur les prix. Enfin, notre dernier facteur, c'est l'émergence d'un nouveau débouché pour l'agriculture, les agrocarburants. Alors, de quoi s'agit-il? Les agrocarburants, ce sont des carburants d'origine végétale. Près de 70% des agrocarburants sont produits par les États-Unis et par le Brésil. Au Brésil, on produit de l'éthanol à partir de canne à sucre, à partir du soja, du maïs ou encore même des graisses animales. Aux États-Unis, on utilise le maïs, le colza, le soja, le blé. Et en France, par exemple, la betterave et le colza. Ces carburants présentent plusieurs avantages. Ils fournissent une réponse à la montée des prix du pétrole, ils émettent beaucoup moins de CO2 et ils offrent une énergie renouvelable, donc durable. C'est pour cela qu'on les appelle aussi biocarburants. Sauf que c'est plus compliqué que cela. Prenons le cas du Brésil pour comprendre. Après le premier choc pétrolier en 1973, le Brésil investit dans un vaste programme visant à remplacer l'essence par de l'éthanol à base de canne à sucre. Ce plan est nommé Proalcol. Et aujourd'hui, le Brésil couvre 44% de ses besoins en carburant. Près de 80% des véhicules vendus en 2006 au Brésil sont à carburant modulable. Et d'ailleurs, la politique de Brasilia est très volontariste. Il s'agit de faire en sorte que les agrocarburants deviennent une matière première cotée sur le marché mondial. Et pour répondre à la demande mondiale en éthanol, le front du soja au Brésil ne cesse de s'étendre, notamment dans le Mato Grosso et le Rondônia. Et les champs de soja étant gagnés sur la forêt, cela entraîne mécaniquement au moins 3 conséquences. Cela réduit le capital végétal et animal, formant la biodiversité, qui est extrêmement riche en forêt amazonienne. Moins de forêt en Amazonie, c'est moins de pompes à carbone à l'échelle mondiale. Et plus la culture du soja et du maïs est orientée vers la production d'éthanol, plus cela fragilise l'agriculture locale.
Prenons maintenant le cas des États-Unis. Depuis 2006, les États-Unis sont le premier producteur mondial d'éthanol, mais ils le produisent avant tout à partir du maïs. Cette céréale pousse dans les plaines du Corn Belt. En 2007, plus d'une centaine de raffineries transforment le maïs en éthanol. Une cinquantaine sont en cours de construction pour faire face à la demande nationale en pétrole et à la montée du prix du baril. Là aussi, deux effets mécaniques. La culture du maïs demande une grande quantité d'herbicides et de fertilisants azotés, ce qui, à terme, entraîne une forte érosion des sols. Et ensuite, avec des usines tournant au gaz, le processus de fabrication de l'éthanol dégage de grandes quantités de dioxyde de carbone, et on a donc un bilan énergétique de l'éthanol qui n'est pas forcément positif. Il faut savoir aussi que le prix des céréales destinées à la production des biocarburants est indexé sur le prix du pétrole. Donc il devient évidemment plus intéressant de produire des céréales pour les carburants plutôt que des céréales pour l'alimentation. Et cela a des conséquences internationales. Par exemple, le Mexique exporte de plus en plus de maïs vers les États-Unis où il est transformé en éthanol, mais cela se fait au détriment du marché alimentaire mexicain. Par exemple, la tortilla, qui est l'aliment de base des Mexicains, fabriqué à partir du maïs, a vu son prix augmenter entre 2006 et 2007 de 70%. Donc on voit bien se dessiner le problème. À quoi et à qui destine-t-on la production de céréales? Ou en tout cas les surplus. En 2007, environ 840 millions d'habitants de la planète sont sous-alimentés. Sous-alimentés, ça veut dire qu'ils n'ont pas les 2500 kilocalories considérées comme le seuil minimum quotidien. Ça représente à peu près 13% de la population mondiale. Et encore, il y a progrès, car on était à 37% au début des années 70, et ce progrès est d'autant plus remarquable que la population a plus que doublé dans le même laps de temps. Sur cette carte figurent les pays dont près de 20% de la population est sous-alimentée. En face, certains pays producteurs ont d'importants surplus alimentaires, comme le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la France, l'Allemagne, la Turquie ou encore l'Afrique du Sud et l'Australie. Alors avec l'augmentation de la demande liée aux agrocarburants, aux produits laitiers et carnés de plus en plus demandés, avec les accidents climatiques qui, dans un marché tendu, entraînent une hausse rapide des cours, eh bien, que vont faire ces pays producteurs de leur surplus? Cette comparaison, par exemple, est intéressante. Pour faire un plein de 4x4 avec de l'éthanol pur, il faut 200 kg de maïs, ce qui représente un équivalent en calories permettant de nourrir une personne pendant un an. Voilà, ce ne sont là que quelques pistes d'information et de réflexion sur une problématique durable, préoccupante et où tout se croise. L'augmentation de la population mondiale, les changements des habitudes alimentaires, les accidents climatiques, les demandes en carburant pouvant se substituer aux énergies fossiles, les inquiétudes environnementales et même les questions éthiques avec l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, les OGM. Dans certaines zones du monde où la mise en culture est difficile, les OGM peuvent augmenter la production en créant des végétaux qui sont capables de pousser dans des sols pauvres ou bien peu arrosés. Mais en même temps, de nombreux consommateurs dans le monde, ceux qui sont informés, n'en veulent pas. Les pays de l'Union européenne sont plutôt réticents, la France s'en tient au principe de précaution, car autant on peut revenir en arrière avec les pesticides, autant lâcher un gène nouveau dans la nature, c'est tout à fait irréversible. Et puis doit-on laisser à 2 ou 3 groupes agroalimentaires la production d'OGM, donc le pouvoir de nourrir la population du monde? Alors voilà, l'agriculteur du XXIe siècle se retrouve à nouveau au cœur d'enjeux tout à fait centraux: nourrir les hommes, faire rouler les voitures, préserver l'environnement, être indépendant des subventions de l'État, tout en se posant des questions éthiques. Alors je vous conseille d'approfondir ce dossier complexe en lisant le livre de Bruno Parmentier, Nourrir l'humanité, aux éditions de la Découverte, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle. Vous pouvez lire aussi le dossier de la documentation française, formé par Jean-Paul Charvet, Agriculture mondialisée. Et puis, un nouvel atlas vient de sortir, l'Atlas du monde, aux éditions Reader's Digest, avec des cartes et des photos satellites.